êtes un des plus grands sportifs de votre génération. Et d'où vous est venue cette passion dévorante pour le cyclisme? Oh ben cette passion, vous savez, quand on est gosse, quand on est gamin, on prend des exemples. Moi, quand j'étais gamin, je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup d'admiration pour un coureur italien qui s'appelait Bartali. C'était le duel Bartali-Coppi qui avait divisé pratiquement l'Italie en deux. Et vous savez que Bartali, qui était très pieux, qui rendait régulièrement visite au pape, a évité une guerre civile en Italie, puisqu'il avait gagné le Tour de France en 1938, et on l'a supplié de revenir en 1948, 10 ans après, et il a gagné le Tour de France 10 ans après, 1938, 1948, et il avait évité une guerre civile, parce qu'au pays, il y avait eu un assassinat d'une personnalité très importante politique en Italie, voilà. Et moi, j'avais de l'admiration pour ce coureur. Puis après, j'habitais la campagne, et le principal moyen de locomotion, de transport, c'était le vélo. C'était une... Je faisais partie d'une famille de paysans. Bon, nous étions pas riches, il faut le dire, mais jamais malheureux et tout. Mais c'était le vélo comme locomotion de transport. Et dans tous les villages, il y avait des courses cyclistes. Voilà. Et donc c'était vraiment une vocation d'en faire votre métier? Ah non, au départ, c'était pas une vocation. C'est devenu une vocation. Il y avait mes deux frères qui étaient plus âgés que moi, qui faisaient du vélo. Et je voyais qu'ils gagnaient des courses, qu'ils avaient des résultats. Et puis après, moi, je me suis lancé à nouveau. Puis j'ai vu que j'avais certaines capacités. Et puis, faut dire les choses, faut dire la vérité. En ce moment-là, les courses étaient très bien payées, les petites courses de frérie étaient très bien payées, on gagnait bien sa vie. Vous savez, quand vous faites partie d'une famille de paysans où vous ne voyez jamais la couleur de l'argent, que le dimanche, tout en vous amusant, vous ramassez quelques petits billets de 1000 francs de l'époque, ça fait plaisir et puis ça encourage. Voilà, et puis j'avais certains dons aussi. Et vous avez toujours déclaré être pudique, et donc vous parlez peu de votre famille, mais est-ce que les gènes du cyclisme continuent toujours d'exister dans votre famille? Oui, bien sûr, oui, les gènes, en ce moment, j'ai un petit-fils, ma deuxième fille est mariée avec un coureur qui a été un très grand coureur, qui est hollandais, qui a été numéro mondial, qui a été champion du monde, qui a gagné le Paris-Tour, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, très grand coureur Van der Poel. Et ses fils font du vélo. Et actuellement, le second, qui a 18 ans, ça fait la deuxième année qu'il est champion du monde. Il a été récemment champion du monde en Belgique. Tout le monde le présente comme un petit phénomène, puisque une chose rare, il a perdu aucune course depuis 2 ans. Voilà. Petit Mathieu. Et il y a son frère aîné qui a 20 ans, qui sont champions de Hollande tous les deux. Et pour approfondir maintenant sur vos propres Tours de France, quel est votre meilleur souvenir sur cette course? Oh, mes meilleurs souvenirs, je n'ai pas de meilleurs souvenirs les uns que les autres. Il y a beaucoup, il y a tellement de bons souvenirs. C'est très difficile qu'il y en ait un qu'on puisse sortir du lot. Par contre, si vous me demandez, mon plus mauvais souvenir, c'est 68. Lorsque j'ai été renversé par une moto alors que j'avais des chances de gagner le Tour de France. Et vous déclarez quand même dans votre livre que cette chute, elle vous a élevé? Non, mais c'est-à-dire on m'a présenté comme l'éternel malchanceux. Bon, il faut relativiser, vous savez. Une chute, si vous perdez une course aussi importante qu'une course comme le Tour de France, c'est peu de choses par rapport lorsque vous arrêtez la carrière cycliste. La vie vaut quand même le coup d'être vécu. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la mondialisation grandissante du Tour de France, puisqu'on parle d'étapes Oui, la mondialisation du vélo, bon, ça a été peut-être une bonne chose, mais c'est au détriment de nos épreuves françaises qui ont tendance à disparaître. Vous savez que maintenant, dans tous les sports, l'argent joue un rôle très important dans le sport. Maintenant, vous prenez, certains sont nostalgiques du passé. Ils ont dit oui, on n'a plus trop de coureurs français, mais c'est une erreur, il y a de très bons coureurs français. Vous savez, auparavant, le Tour de France et toutes les épreuves, c'était la vieille Europe. Vous preniez le départ du Tour de France, nous étions 148 coureurs au départ. Je dis nous parce que c'était mon époque et tout. Il y avait 70 Français.
Maintenant, ils sont 190 au départ. Il y a 25 Français. C'est la mondialisation du vélo. Qui aurait pensé, il y a quelques années en arrière, qu'un Anglais allait gagner le Tour de France, qu'un Américain allait gagner le Tour de France, qu'un Australien allait gagner le Tour de France. Et toutes ces dernières années, c'est ce qui s'est produit. Et vous déclarez quand même aussi ne pas vous reconnaître dans le cyclisme actuel. Et donc, pour quelles raisons exactement? C'est-à-dire, oui, j'ai déclaré ça exactement, mais dans un certain contexte. J'ai dit, si j'avais été absent plusieurs années dans le Tour de France et autres, que j'arrive 20, 30 ans après, je ne me reconnaîtrais pas, c'est exact. Mais j'ai assisté à l'évolution qui s'est faite pas à pas du Tour de France. Alors maintenant, cette évolution est arrivée à un tel degré que le Tour de France, maintenant, on ne voit pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Puisque lorsqu'on voit le Tour de France, le déroulement du Tour de France, rien ne cloche, tout est organisé et minuté. Est-ce que le Tour de France est trop difficile? Ah non, le Tour de France est trop difficile. Certains disaient, si les coureurs sont obligés de se doper, c'est parce que le Tour de France est trop difficile, on leur demande trop de choses. Parce qu'à un moment, on parlait même de supprimer la montagne du Tour de France. Si on supprime la montagne, le Tour de France fout le camp, c'est fini. Il n'y aura plus de Tour de France. Puisque le Tour de France, le public, il attend le Tour de France. Puisque un coureur se distingue sur certaines capacités. On aime le sprinter, on aime le rouleur, mais le grimpeur fascine les foules. Et puis, il se passe toujours des choses dans le Tour de France, des fois dramatiques, mais tellement belles. Puis on parle beaucoup du Tour de France, mais vous avez gagné énormément d'autres courses dans votre carrière, 189 au total. Et donc laquelle vous avez essayé de souvenir le plus marquant? C'est comme lorsque vous m'avez demandé mon plus gros souvenir, c'est impossible d'étrier, en sortir une du contest. Évidemment, Milan-San Remo, ça a été ma première grande victoire internationale, une des plus grandes classiques, et tout le monde veut gagner cette course. Après, il y a eu le championnat de France à Rouen-les-Essarts, pratiquement devant la porte de Jacques Anquetil. Évidemment, c'est des grands souvenirs. Il y avait mes victoires des étapes du Tour de France, et notamment en 1974, lorsque j'ai lâché Merckx à Saint-Lary-Soulan, alors que j'approchais la retraite. Et justement, en parlant de Eddy Merckx, ça a été un de vos grands adversaires, mais néanmoins amis. Et est-ce que cette amitié, elle est toujours intacte aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je dirais pas que je vois régulièrement Merckx, mais il m'arrive à voir Merckx. Et Merckx, quelquefois, on passe des soirées très agréables ensemble. On a même notamment fait du ski, quelques séjours à Combloux, sur les pistes de ski. Et vous avez vraiment un rapport fusionnel avec votre public, c'est une des choses qu'on retient souvent. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu ce rapport, votre carrière n'aurait pas été la même? Ma carrière, le public, vous savez, le public français, quelquefois, il prend parti contre le plus faible, entre parenthèses. Au moment où j'allais conclure, gagner une course importante, il y avait une chute, il y avait une crevaison. Il m'arrivait toujours une petite bricole, alors que Jacques Anquetil était programmé. Lui, il avait un chrono dans la tête. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de gagner. Il n'était pas comme Merckx, qui voulait écraser ses adversaires. Anquetil, il gagnait d'une seconde. C'était un redoutable rouleur, un des meilleurs rouleurs que le cyclisme ait connu. Lui, ça lui suffisait de gagner d'une seconde. Il ne cherchait pas à écraser ses adversaires. Et sur la défensive, il était très très difficile à battre. Et maintenant, quel conseil vous pourriez donner à la jeune génération désireuse de faire du cyclisme leur métier? Les conseils ne seraient pas acceptés. C'est d'autres générations. Maintenant, je ne sais pas si... Oui, je pense qu'ils connaissent Poulidor, parce qu'on parle toujours de Poulidor, mais certains coureurs qui ont fait des carrières énormes, un palmarès énorme, qu'on ne parle plus d'eux, les jeunes coureurs de cette génération, ils ne les connaissent pas. Et puis ils pensent que ces coureurs, ils arriveraient là, c'est tout juste, ils disent qu'ils ne tiendraient pas les roues. Mais vous avez quand même participé à la moitié de l'histoire du Tour de France, puisque c'est la 100e édition cette année. Et donc qu'est-ce que ça fait quand même de savoir ça? Moi, ce qui me fait rêver, c'est lorsque je vois des photos des premiers Tours de France. C'est énorme. D'ailleurs, cette année, ça va être le 100e Tour de France.
Et beaucoup de coureurs veulent faire ce Tour de France 1903, c'est-à-dire des cyclotouristes et tout. Ils veulent faire ce Tour de France en 6 étapes. 6 étapes, c'est impressionnant. Première étape, Paris, enfin, le réveil matin, Montgeron, Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, et puis Nantes-Paris, en 6 jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, ils auront les routes goudronnées et un matériel approprié, et puis le ravitaillement. Tandis qu'auparavant, moi, des fois, je regarde des photos, vous voyez les coureurs qui sont crottés, qui ont 3-4 boyaux sur le dos, plein de boue, et puis qu'est-ce qu'on voit? Ils sont attablés, ils sont en train de manger un poulet, et devant, il y a le litre de vin rouge. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et malgré cela, avec des vélos de 22 kilos, et aucune assistance et tout, il fallait importer le matériel et tout, ils arrivaient à faire des 24 de moyenne sur des routes qui n'étaient pas goudronnées. C'est quelque chose d'énorme, c'est fascinant. C'est pour ça qu'on les a appelés les forçats de la route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà. Super. Bon, on va aller voir.